Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue déjà dans ce 7e épisode de Close. Comme d'habitude, je représente un peu le concept pour ceux qui découvrent ce 7e épisode en compagnie de Pauline. Mais Close, c'est notre série d'interviews qui part à la rencontre des meilleurs experts et experts des équipes commerciales afin de comprendre comment eux, ils contribuent à la performance commerciale de leur entreprise. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline qui est Head of Sales chez Ringover. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais elle va se présenter dans quelques minutes. Et aujourd'hui, elle va nous délivrer toutes ses méthodes, conseils, bonnes pratiques pour bien manager et scaler une équipe commerciale. Donc, bienvenue Pauline dans Close. Comment tu vas ? Écoute, je vais hyper bien, Dylan. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. J'espère pouvoir apporter certaines réponses à certaines questions. En tout cas, on a 1 heure devant nous pour pouvoir échanger et débattre sur plein de sujets liés au management d'une équipe commerciale. Donc, je suis hyper excitée de ça. Top. Merci à toi, premièrement, d'avoir répondu présente pour participer à Close. Et avant qu'on rentre justement dans tous les conseils que tu vas nous délivrer, je vais te laisser te présenter et nous parler aussi un peu de Ringover rapidement. Écoute, avec plaisir. Donc, moi, c'est Pauline Brun-Messa. Donc, je suis Head of Sales depuis plus de 3 ans et demi maintenant chez Ringover, éditeur de logiciels, SaaS en l'occurrence. Expert surtout sur la partie téléphonie, mais en 3 ans et demi, on a eu le temps de se développer sur d'autres produits. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. Et donc, aujourd'hui, je manage une équipe commerciale. J'ai débuté il y a 3 ans et demi. On est à peu près 50 collaborateurs. Il y avait 3 sales. Aujourd'hui, on est 350 et il y a 40 commerciaux. Et j'ai la chance de pouvoir manager du coup maintenant aujourd'hui des managers. Donc ça aussi, il y a eu cette évolution, on va dire, dans mon parcours. Et c'est très enrichissant comme expérience puisqu'on ne manage pas un commercial comme on manage un manager. Donc voilà pour la petite histoire. On a également levé des fonds cette année. Et je crois, en tout cas, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est également le cas de Cobra. Félicitations parce qu'il y a eu l'officialisation cette semaine de votre levée. Et pour y être passé par là, on sait que ce n'est pas une année évidente pour pouvoir lever. Donc, c'est un vrai succès. Bravo à vous. Merci Pauline de parler de cette levée de fonds. Effectivement, on a annoncé cette semaine une série A de 10 millions d'euros. C'est gentil de ta part de féliciter toute la team pour cette belle levée de fonds. Merci beaucoup. Et donc, comme on en parlait, on va parler de management. Et du coup, pour ouvrir un peu l'interview à ce sujet, je vais partir d'un peu plus large avant de finir sur le management individuel et par équipe. On va commencer par essayer de te demander comment toi, ton équipe commerciale est structurée. Okay. C'est vrai que ça diffère selon les entreprises et aussi les stades d'évolution. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Et si tu le veux bien d'ailleurs, je reprendrai également le parcours en fait de Ringover parce que comme tu le disais très clairement, on va dire dans une société en hyper-croissance, donc une start-up, tout scale-up, etc., on sait qu'au fur et à mesure des années, on va devoir structurer une équipe commerciale et puis parfois déstructurer, restructurer, donc organiser, défaire, reconstruire. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, j'ai dû défaire et reconstruire pas mal de fois ces 3 dernières années. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivée chez Ringover, on avait une grosse partie sur de l'inbound. Okay, donc, on était en récupération de leads. Il y avait une équipe aujourd'hui de commerciaux, enfin à l'époque, pardon, de commerciaux qui géraient de l'inbound et ça a roulé. C'était plutôt fluide. Le parcours, en tout cas, du prospect jusqu'à ce qu'il soit client était bien. Par contre, la problématique, c'est que c'était que des petites boîtes. En tout cas que l'on avait en entrant. Ceux qui s'intéressaient à notre site web, ceux qui venaient remplir un formulaire de démonstration ou de rendez-vous, c'était plutôt en général des sociétés qui avaient moins de 50 collaborateurs. Et dans une société en hypercroissance avec des objectifs hyper ambitieux, mensuels en plus, on devait à un moment donné aller chercher des comptes plus significatifs. Et pour ça, on a dû créer des équipes outbound qui aujourd'hui du coup font de la pure chasse, qui vont développer des marchés, chercher de nouveaux secteurs d'activité, etc. Initialement, on était en plus organisé plutôt par géographie, puisque j'ai des équipes qui sont à Marseille, à Lyon et à Barcelone. Et on était sur 3 tiers, donc ça parlera sûrement à l'audience. Les tiers, c'est quoi ? C'est les tailles de compte. C'est du 1-10 en nombre de collaborateurs, du 11 à 50, et on était sur les plus de 50. Et aujourd'hui, en fait, après 3 ans et demi, on a dû changer ces tiers-là. Donc, on en a 4 maintenant, et c'est les 1-10, 11, 200, 200, 500 et les plus de 500. Parce que forcément, on a des références aujourd'hui comme ManoMano, comme AXA, qui nous permettent du coup d'aller adresser des comptes beaucoup plus significatifs. Et on s'est surtout rendu compte qu'il y avait 2 métiers différents. Le métier de l'inbound,
Et le métier de l'outbound n'a rien à voir. Et le métier, quand tu gères des petites boîtes versus des grosses boîtes, n'a rien à voir non plus, puisqu'on parle d'une vente simple versus une vente complexe. On parle parfois de vente avec un seul interlocuteur, c'est-à-dire le CEO de la boîte, et puis dans d'autres registres, c'est du multi-interlocuteur. Et il y a surtout la partie juridique, légale qui intervient dans les grands comptes, qu'il n'y a pas en tout cas sur les petits. Donc aujourd'hui, l'équipe est structurée comme celle-là, les 40 commerciaux, il y a une partie qui est sur l'inbound et il y a plusieurs équipes sur de l'outbound. Ok, très clair. Ça, c'est qu'est-ce qui t'a mis, entre guillemets, la puce à l'oreille pour changer cet orga-là? Tu l'as fait il y a combien de temps à peu près? Qu'est-ce qui a été décisif de se dire on va changer les tailles de compte et bien séparer l'outbound de l'inbound? On va dire que c'était plutôt, déjà c'est collectif, c'est jamais une décision d'une seule personne. Donc c'était Ringover qui s'est dit, et donc le directeur commercial de Ringover Monde en l'occurrence, puisqu'il gère plusieurs marchés, on a aujourd'hui l'Espagne, UK, US, s'est rendu compte que de toute façon, par rapport à nos perspectives de croissance et à nos perspectives de levée de fonds, il fallait qu'on aille cibler des tailles de compte plus importantes. Et pour ça, comme on n'arrivait pas à les avoir en inbound et que les frais marketing à engager étaient extrêmement élevés, on s'est dit c'est à nos sales d'aller les chercher. On va leur fournir une base, ils vont devenir experts sur des verticales métiers, experts sur des tailles de compte. Surtout qu'aujourd'hui, on a des profils extrêmement pertinents et intéressants chez nous, avec des vrais profils orientés grands comptes. Donc, du coup, naturellement, on a été vers de l'outbound. Ok, très clair. Merci pour ta réponse détaillée. Je vais passer à une question qui est un peu plus théorique, mais qui est importante à mon sens. C'est selon toi, en quoi le management il est primordial pour avoir une équipe commerciale performante? Alors, je partirais plutôt d'un constat. J'ai vu une étude il y a quelques semaines, quelques mois, qui m'a un peu effrayée. C'est que plus de 60%, et encore 60%, je suis gentille sur la stat, des collaborateurs qui quittent une entreprise la quittent souvent à cause du management. Ou quand je parle de management, ce n'est pas forcément le manager direct, mais ça peut être d'une direction, de management effectivement direct, indirect, d'une vision, d'une stratégie. Donc du coup, quand tu es au courant de ça, ça t'engage d'autant plus au quotidien à être un vrai relais pour tes équipes. Et aujourd'hui, un bon manager, forcément, aura un impact très significatif sur la performance de ses équipes. Pourquoi ? Parce qu'il doit être inspirant, il doit être motivant, il doit comprendre à un moment donné quels sont les aléas et les doléances de ses équipes. Moi, je dirais que j'ai deux gros enjeux. Le premier enjeu, c'est déjà d'être le relais d'information de mon équipe. En fait, je dois être leur porte-parole. C'est ça le job d'un manager. Je dois être le porte-parole du terrain vis-à-vis de la direction. Porte-parole de mes équipes vis-à-vis de la direction. Parce qu'on rencontre pas mal de problématiques, il y a souvent des sujets à améliorer, on a de très bonnes idées sur le terrain et il faut les faire remonter. Et c'est le job du manager aujourd'hui. Donc, je dirais être le porte-parole de son équipe, c'est le premier enjeu. Et le second enjeu, c'est également s'intéresser individuellement à chaque membre de son équipe pour identifier quels sont ses leviers de motivation, quelles sont ses perspectives d'évolution dans la société, où est-ce qu'il se trouve au niveau de sa carrière? Parce que ce que l'on veut, ce n'est pas qu'il parte dans un an. On en a certains qui sont en plus toujours avec nous depuis plus de 3 ans et demi maintenant, 4 ans et 5 ans pour certains qui étaient là avant moi. Comment on fait pour les motiver au quotidien et les faire rester? Donc, c'est ça le vrai challenge d'un manager. Et aujourd'hui, quand on sait l'impact que peut avoir un manager sur l'équipe, sur le bien-être d'une équipe et le bien-être d'un collaborateur, il faut être très vigilant. Très clair. Et justement, tout au long de l'interview, tu vas rentrer dans les détails pour justement ce management, t'en parler individuel, mais aussi collectif. Je vais essayer. Ouais, pardon? Je vais essayer. Oui, je sais, aucun doute que tu vas y réussir. Question un peu plus concrète, c'est comment aujourd'hui tu suis la performance commerciale de tes équipes? Encore une fois, c'est un sujet qui diffère selon les entreprises. Ce n'est pas forcément les mêmes KPI. Du coup, ça m'intéresse de savoir un peu quels sont-ils chez Ringover. Alors, si tu le veux bien, je reviendrai peut-être juste après sur les KPIs. Ouais. Là, c'est plutôt quels sont les indicateurs que j'utilise en tant que manager pour évaluer la performance de mes équipes. Là, si c'est comment je les évalue, avec quels outils, je te parlerai plutôt des outils dans un premier temps. Tu es OK? Et après, dans le détail des one-to-one, je te donnerai tous les KPIs qu'on évalue. Sans problème. Let's go. Aujourd'hui, les outils, honnêtement, qui sont essentiels pour moi, bon, alors forcément, je vais parler de Ringover, je ne veux pas faire de la commercialisation pour mes produits, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est l'outil que j'utilise au quotidien. Parce que ça me permet de traquer l'activité des équipes.
Ok. On a beaucoup de télétravail, j'ai des commerciaux qui ne sont pas à Paris, entre guillemets, à disposition dans mon bureau. Donc, qu'est-ce qu'ils fournissent comme travail aujourd'hui en termes d'activité? Et ça, c'est Ringover qui me le permet. Ensuite, on a notre CRM. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui fonctionnent sans CRM. Je ne sais pas comment ils font. Parce que clairement, aujourd'hui, pour moi, c'est la clé. D'autant plus quand on a nos outils qui s'interfacent. Ouais, bien sûr. Et donc, ils sont tous connectés. Et donc, du coup, tu as l'information en temps réel et qui est disponible sur tous tes outils. Donc, moi, mon CRM aujourd'hui, il est clé parce que je sors tous mes rapports sur mon CRM. Donc, j'ai Salesforce en l'occurrence, mais celle-ci, par exemple, est très bien. Et puis, il y en a plein d'autres. De toute façon, nous, on s'intègre nativement avec tous les CRM du marché. Mais moi, Salesforce me permet aujourd'hui d'avoir des rapports très clairs par équipe et par personne sur toute la production, leurs opportunités, etc. On y reviendra plus tard. Et il y a un autre outil que j'utilise qui, là, est l'outil aussi, c'est la suite de Ringover. C'est ce qu'on appelle Empower. Et Empower, c'est de l'analyse conversationnelle. Donc, sur toutes les discussions de mes sales, je ne peux pas tout écouter, je ne peux pas tout entendre. Encore une fois, je n'ai pas le temps pour ça. Mais par contre, si je dois à un moment donné aller challenger un commercial ou en savoir plus sur une opportunité ouverte ou sur un deal en cours, là, je vais aller voir le transcript, c'est-à-dire que vraiment, toute la conversation, tu as le résumé de cette conversation en quelques lignes. Elle peut durer 2 heures. Et ben, tu as en l'occurrence 10 phrases qui te permettent de résumer rapidement la conversation. Et après, surtout, quel est le mood de l'interlocuteur en face? Est-ce qu'il était satisfait? Dans quel état d'esprit il est? Donc voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse conversationnelle. Donc, j'utilise aujourd'hui vraiment ces 3 piliers. Comment je peux savoir si l'activité de mes commerciaux est optimale? Où est-ce que je retrouve cette information? Et c'est dans mon CRM. Et ensuite, comment est-ce que je vais plus loin dans justement l'analyse conversationnelle? Top, très, très clair les trois grands piliers que tu viens de nous évoquer. Si on passe maintenant, comme on l'a dit en début d'enregistrement, à la partie management individuel, on en avait parlé avant l'enregistrement ensemble et c'était un point qui te tenait à cœur, c'était les one-to-one. Et du coup, je veux clairement savoir plus sur la structure que tu as imposée des one-to-one chez Ringover. Ouais. Et si tu me permets, du coup, pourquoi ça me tient à cœur et pourquoi je t'en ai parlé la dernière fois, enfin, ou plutôt la première fois qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, c'est parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'effectivement, en fonction des différentes entreprises, eh bien, la qualité, le timing, le contenu des one-to-one diffèrent. Et moi, d'ailleurs, en arrivant chez Ringover, je n'avais pas du tout les one-to-one que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est extrêmement important parce que sans ces one-to-one, on n'arrive pas à atteindre la performance voulue, à la fois individuelle et collective. C'est des temps qui sont extrêmement précieux entre le manager et le commercial. C'est du temps d'ailleurs qui nous permet de gagner du temps parce que moi, à une époque, je n'avais pas de one-to-one. Et donc, du coup, j'étais dans un open space avec 20, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 20 commerciaux. Mais quand tu as 20 commerciaux qui, du coup, viennent te solliciter toute la journée à ton bureau pour des sujets divers et variés, urgents ou pas, peu importe la problématique ou en tout cas le contexte, ça, c'est plus entendable aujourd'hui. On sait que si on doit être productif, on doit être concentré, on doit être monotâche. Et donc, du coup, le moment du one-to-one, qui est hebdomadaire et qui en général dure 45 minutes à 1 heure, c'est vraiment un moment inédit pour le collaborateur d'échanger avec son manager et pour le manager de prendre la température aussi vis-à-vis du collab. Donc vraiment, pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? Parce que je sais que ça a été game changer pour moi chez Ringover. Ouais, tu sais l'impact que ça a. Oui, pour le manager et pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'il y avait un avant ces one-to-one et aujourd'hui. Donc après, effectivement, je ne sais pas si tout le monde pourra l'appliquer dans sa société, mais j'ai quelques petits trucs et astuces à évoquer. Donc les one-to-one individuels, en général, ils doivent être faits 1 fois par semaine. Le manager direct avec son collaborateur. Donc moi, en l'occurrence, je fais ces one-to-one-là avec les managers. Et les managers font leur one-to-one avec leurs équipes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent qu'il est difficile de gérer plus de 10 personnes dans son équipe. T'imagines plus de 10 heures de one-to-one par semaine, c'est-à-dire que tu passes ta vie à faire des one-to-one. C'était mon cas d'ailleurs à une époque, et c'est pas toujours évident et rentable, je dirais. Donc du coup, lors de ce one-to-one, par contre, et ça aussi c'est un point hyper important, à une époque, c'était pas cadré. C'était pas forcément timé. Et donc, du coup, tu te retrouves à la fin. Et puis, il te reste 5 minutes. Tu as parlé de la pluie, du beau temps, du mood du collaborateur. Tu as échangé sur quelques opportunités en cours. Mais il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien de cadré. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cette rigueur organisationnelle, elle s'impose dans nos types de structures. Donc, aujourd'hui, c'est cadré. C'est timé. C'est 1 fois par semaine.
Et c'est un moment dédié aux collaborateurs pour échanger sur, tu verras après les 5 points que j'évoquerai. Et un autre point hyper important, on n'est pas là pour évoquer de l'émotionnel. Il va y avoir effectivement une partie icebreaker, un peu comme ce qu'on fait d'ailleurs avec des prospects, où forcément, tu ne vas pas rentrer direct dans le vif du sujet de la découverte. Mais là, c'est pareil. Si tu demandes aux collaborateurs, Dylan, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que ta semaine, elle se passe bien? Quel est ton mood sur 10? Quels sont les sujets que tu aimerais aborder avec moi cette semaine? Enfin, en tout cas, les maintenant et qui décrivent ta semaine. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet et c'est uniquement du factuel. Ok. On rentre dans l'équivalent de certains rapports Salesforce, par exemple, qui, moi, aujourd'hui, me permettent vraiment de piloter l'activité de mes équipes, puisque les rapports Salesforce sont même liés à Ringover. Donc, j'ai le nombre de calls, j'ai le nombre de rendez-vous pris, j'ai le nombre de rendez-vous réalisés, j'ai le nombre d'opportunités ouvertes, j'ai le nombre de nouvelles opportunités ouvertes sur la semaine en cours. Et ce que je veux te dire par là, c'est que le fait de séquencer comme ça avec, allez, j'ai 10 minutes pour le collaborateur. Ok, comment tu te sens, Dylan? Tout de suite, je prends le pouls. Genre, si vraiment tu passes une mauvaise semaine, que tu n'es pas en forme, je sais qu'il va falloir que je sois encore plus bienveillante que ce que j'essaierai de faire avec les autres. Il va falloir que je sois extrêmement compréhensive. Il va falloir que je t'accompagne et que je sois moins pushy. Okay, à l'inverse, si je sens que tu es dans un super mood et que pourtant tous les résultats de ton activité sont dans le rouge, là, je vais être plus franche, je vais être plus directe. Je ne vais pas passer par 4 chemins et je vais être straight to the point, comme on dirait. Okay. Donc, cette première phase est hyper importante. Dans quel état d'esprit le collaborateur est. Et d'ailleurs, moi-même, souvent, je leur dis, écoute, moi, je suis dans celui-là. Parce que nous aussi, en tant que manager, on a des moods. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps hyper en forme, hyper motivée. Donc, parfois, je dis, moi aussi, j'ai une semaine qui est un peu chargée. Donc, ce que je te suggère, c'est qu'on commence par ça, qu'on finisse par ça, qu'on y aille tranquille. Est-ce que tu veux d'ailleurs un petit café avant qu'on commence le one-to-one? Bref. Donc, le fameux icebreaker qui nous permet tout de suite de prendre la température. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Et là, c'est que des faits. Donc, pour moi, il n'y a pas de surprise. En plus, le collaborateur, il a accès à ce fichier. Oui, il le sait en amont du point. Donc, il le sait déjà. Il n'y a pas de surprise. Et en plus, il y a des codes couleurs. Okay. Le vert, c'est que tu as dépassé tes objets. Le orange, c'est que tu es en phase intermédiaire. Le rouge, c'est que tu es en dessous des attentes. Donc, tout de suite, tu vois l'activité, tu vois le code couleur. Et encore une fois, je répète que ce sont des rapports communs, ce sont des rapports publics. Et d'ailleurs, quelqu'un de la finance peut le regarder, quelqu'un des équipes marketing peut le regarder, parce qu'encore une fois, on est une seule et même entreprise et un seul et même objectif collectif. Une fois que tu as cette partie activité, si tu veux, on rentrera un tout petit peu plus dans le détail tout à l'heure sur justement les KPIs dont tu parlais avant. Oui, bien sûr. L'activité, ça va être, OK, maintenant, force est de constater que je suis en avance, je suis juste, je suis en retard. Qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant, tout de suite, à court terme, pour pallier à ça, pour remonter le curseur ou pour tout déchirer sur mes objectifs de ce mois, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle des objectifs SMART. Ok. C'est SMART. Vous verrez la définition si vous voulez sur Google, c'est hyper facile à trouver, mais ça veut dire qu'ils doivent être quantifiables, mesurables, réalisables et hyper précis. Exemple, écoute, j'aimerais bien que tu atteignes ton objectif la semaine prochaine. Ça, ce n'est pas un objectif SMART. Par contre, si je te dis, j'aimerais que tu soulèves 2 nouvelles opportunités la semaine prochaine, avec une valeur par opportunité de 200 €, et qu'en plus, la personne que tu contactes dans chacune de ces sociétés, ce soit le directeur co ou le responsable du service client, tu donnes le plus de détails possible. C'est ça un objectif SMART. Et moi, c'est ce que je m'impose aussi dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire, moi, Pauline, je veux être une nana successful, acheter demain une résidence secondaire, je ne sais où, déjà principale. Non, je vais commencer par des objectifs quantifiables, mesurables, atteignables. Et puis, au fur et à mesure, tu montes les échelons. Ok. Très détaillé. Du coup, c'est ça. Tu commences icebreaker, mood du collaborateur, tu évoques un sujet avec lui et après, tu rentres direct dans les faits. Avec le rapport Salesforce, tu vas pouvoir regarder le nombre d'opportunités générées en cours et en dernier, les objectifs à se fixer pour qu'il atteigne justement ces objectifs. Et à court terme. C'est-à-dire que là, encore une fois… Tu fais toutes les semaines, tu restes focus sur la semaine avec des actions réalisables, court-termistes. Ok. Et j'avais une petite question par rapport à ça. Toi, du coup, ces points-là, tu les fais avec les managers de chaque équipe. Est-ce qu'il y a un ordre, c'est-à-dire que tous les managers doivent faire, par exemple, leurs points avec les commerciaux le lundi ou le mardi, et toi, tu fais tes points avec tes managers le mercredi, jeudi, par exemple? Oui, en général, effectivement, déjà, tous les sales managers, c'est plutôt le lundi ou le vendredi, parce qu'il faut choisir ses journées aussi. Ouais. Comme on fait beaucoup de conquêtes, beaucoup d'outbound, on sait qu'il y a des jours qui sont cruciaux pour la prospection, qui sont le mardi et le jeudi.
Et donc, du coup, il vaut mieux prendre le temps des one-to-one, soit le lundi après-midi, parce que là, tu démarres bien la semaine, tu sens qu'il faut motiver certains commerciaux, soit en fin de semaine, pour que justement, là, tu puisses faire le bilan de la semaine en cours. Si c'est le lundi, tu feras le bilan de la semaine passée. OK. Et moi, en général, effectivement, en fonction des one-to-one qu'ils ont fait avec leurs équipes, encore une fois, moi, je veux un bilan global. Donc, c'est plus l'équipe au global a atteint quelle réalisation en termes d'activité, en termes de mood. D'ailleurs, c'est la première question que je demande aux managers en règle générale, c'est OK, comment est-ce qu'elle se sent, votre équipe? Comment est-ce que lui se sent? Comment est-ce que lui il se sent? Quels sont leurs objectifs ou pas, etc. OK, très clair. Donc, oui, c'est corrélé. Et justement, on en parlait avant, tu me disais que tu allais les évoquer. C'est quoi les indicateurs à suivre lors des one-to-one? Tu en as un peu parlé, mais… Le premier pour moi, et je suis désolée parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah oui, tu sais, Pauline, les indicateurs, ce n'est pas toujours le téléphone. Moi, j'aime bien envoyer des mails, j'aime bien aller sur des salons, j'aime bien envoyer des invitations LinkedIn. » C'est le téléphone. Il n'y a pas à chercher… et encore une fois, ce n'est pas du tout parce que je travaille pour un produit qui propose du télécom, enfin une partie téléphonie, que je suggère ça. C'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas le meilleur canal pour avoir une réponse immédiate sur la disponibilité, l'indisponibilité, un pain, un projet, pas de projet. Envoyer des mails, c'est un peu envoyer une bouteille à la mer, quoi. C'est pareil pour le message LinkedIn. En plus, on en a de plus en plus. Moi, j'en ai tous les jours. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est parce que je suis head of sales, mais en l'occurrence, et puis alors, dans tous les sens, à la fois pour du recrutement, à la fois pour des outils, donc pour plein de choses. Et donc, du coup, on sait qu'aujourd'hui, c'est le téléphone qui crée du lien. C'est le téléphone qui me permet d'aller chercher l'information rapidement. Et c'est le téléphone qui me permet d'avoir des réponses justement immédiates. Donc, pour moi, c'est l'activité téléphonique. Donc, tu as passé combien de calls cette semaine? Tout simplement, en outbound. Et après, je vais aller sur les conversations abouties. Parce que le mec peut me dire, Pauline, t'inquiète, j'ai fait mon quota. J'ai passé 20, 30, 40 calls par jour. J'ai fait le deal. Ouais, mais du coup, tu as eu combien de conversations? Tu as eu combien de personnes au bout du fil? Il y a eu combien d'échanges concrets? Et ça, c'est ce qu'on appelle un call abouti. Et grâce à Ringover, tu vois, je peux filtrer tout ça. OK. Formation sur le nombre de calls, mais également le temps moyen de communication. Donc, ce qui est hyper puissant. Excuse-moi, je te dis que j'étais un peu malade. Oui. Donc, du coup, le nombre de calls aboutis, hyper important. Et de plus de X secondes, c'est comme ça que je vois en général qu'ils sont aboutis versus les messages vocaux laissés, tout ça. Et ça me donne un indicatif forcément sur l'engagement du collaborateur et sa volonté à aller soulever de nouvelles opportunités. Ensuite, il va y avoir le nombre de rendez-vous que j'ai pris. Et en général, c'est versus le nombre de calls que j'ai réalisés. J'en ai d'ailleurs un super taux de transfo, alors qu'ils passent moins de calls que prévu. Et je leur dis, mais t'imagines si tu faisais le double de calls? J'en veux toujours plus, tu sais. Donc, oui, mais c'est juste parce que je passe moins de calls, que je fais plus de quali, que je prends plus de rendez-vous, etc. Donc, bien sûr, on n'est pas là pour, encore une fois, passer des calls, histoire de passer des calls. Il faut passer des calls avec forcément un contexte, une accroche, le bon interlocuteur. Décidément, pardon. Attends, je vais peut-être boire un coup. Et donc, effectivement, il faut préparer au mieux son call pour pouvoir avoir in fine un rendez-vous. Donc, le nombre de rendez-vous que j'ai pris et le nombre de rendez-vous que j'ai réalisés. Parce que ce qui est important aussi, parfois, j'avais tendance, moi, à dire à un sales, attends, Dylan, tu n'as pas passé assez de calls et tu n'as pas pris assez de rendez-vous. Il me dit, mais Pauline, regarde, j'en ai réalisé 8. J'étais full. Je n'ai pas arrêté. Tous les jours, j'avais des rendez-vous à faire. Puis, j'avais déjà mes contrats en cours à suivre. J'avais mes comptes de test actuellement en cours. J'avais mes opportunités à closer. Et puis, ça dépend des moments dans le mois aussi. Si tu es au moment du closing, la dernière semaine du mois, tu ne vas pas attendre que tes équipes elles prennent autant de rendez-vous qu'en début de mois. Donc, il y a aussi choisir ces moments et encore une fois, être à l'écoute du collaborateur par rapport aux réalisations. Donc, sur le rendez-vous pris, c'est hyper important, moi, que je monitore la chose. Ensuite, c'est le nombre de nouvelles opportunités qu'il a ouvertes sur la semaine. Parce que s'il n'a pas passé assez de calls, s'il n'a pas passé assez de rendez-vous, enfin, pris assez de rendez-vous, s'il n'a pas fait assez de rendez-vous, et si en plus, il n'a soulevé aucune porte, je lui dis, ça va, ta semaine, elle s'est bien passée ou… Mais du coup, il s'est passé quoi? On a loupé quelque chose. Donc, ça peut parfois s'expliquer, puis parfois un petit peu moins.
il faut en tout cas à un moment donné trouver un bon équilibre parce que sinon, ça veut dire que tout ce qu'on n'a pas fait cette semaine-là, on va payer les pots cassés sur les semaines. C'est ça, c'est que si, par exemple, si tu fais pas son nombre de calls, son pipe pour le quarter suivant ou le mois suivant va être vide et ça va être compliqué de signer des deals, générer des offres. Mais c'est le plus dur, Dylan, parce que clairement, moi, je les comprends en plus. On leur demande toujours d'être au top. Ouais. On leur demande toujours d'atteindre leur objectif et en plus d'atteindre leur objectif lié aux activités. Donc, c'est vrai que, et ça, tu le verras un peu plus tard parce que j'aimerais en parler aussi, il y a des aléas parfois, il y a des cycles dans la vie d'un commercial. Donc, il faut aussi savoir, en tant que manager, l'accompagner pour être compréhensif. Il ne peut pas toujours être au top. Donc, il faut essayer de trouver encore une fois quels vont être les leviers que je vais pouvoir activer, les facteurs clés de succès immédiats. Bon, qui vont justifier qu'il ait un peu moins d'activité cette semaine, mais que par contre, il ne paiera pas les pots cassés les semaines d'après. Ouais, bien sûr. Toujours le bon levier. Et donc, du coup, après, j'ai la valeur du pipe actuel. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout ça, c'est la nouvelle activité. Hein, c'est ce que je génère au quotidien. Mais après, c'est OK. Mais aujourd'hui, dans mon portefeuille, j'ai quoi? Est-ce que je suis à poil parce que j'ai closé déjà tous mes deals et que je repars from scratch? Ouais. Alors, est-ce que t'inquiètes, j'ai 10 fois la valeur de ce que je dois atteindre comme objectif? Parce que nous, c'est ce qu'on donne comme objectif chez Ringover. OK. Objectif mensuel, il faut que tu aies x 10 dans ton pipe. OK. Je coupe le micro cette La fois. gestion du micro est professionnelle. J'espère qu'on pourra couper au montage parce que j'ai vraiment. On va se laisser le plaisir de te laisser, au contraire. Merci. Et donc, du coup, voilà, il faut aujourd'hui avoir, quand je dis il faut, c'est pour atteindre ses objectifs régulièrement et de manière récurrente, avoir 10 fois la valeur de ton pipe mensuel. Donc, aujourd'hui, mon pipe, il ressemble à quoi? Il est composé de quoi? Quels sont les deals en cours? Est-ce qu'il y a des deals problématiques et sur lesquels je m'engage en commit sur ce mois en cours? Ouais. Et là aussi, le manager doit suivre avec le collaborateur. Vas-y, parle-moi de tes opportes. Allez, je te challenge. Tu m'en donnes 2. Tu me donnes leur band ou leur médic. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les différentes techniques de vente. Le band, c'est plutôt classique, justement sur l'interlocuteur, le timing, le budget du projet, etc. Médic ou même medpic, là, tu rajoutes la partie plutôt juridique. Okay. Tu rajoutes tout ce qui est decision criteria, les metrics, etc. Donc là, tu peux challenger ton collab. Allez, vas-y, Dylan, parle-moi du deal Cobra Ringover. OK, Ringover. C'est qui l'interlocuteur taillé au téléphone? Quelle est la valeur du deal? Est-ce qu'il y a un projet à date? Quelles sont les objections que t'as donné l'interlocuteur? Pourquoi est-ce que il est dans ton pipe, mais tu ne l'as pas commis ce mois? Donc, c'est aussi pouvoir challenger le collaborateur sur quelques deals en cours et l'aider surtout s'il rencontre des problématiques. Oui, c'est ça, le but, c'est d'aller creuser pour pouvoir l'accompagner au mieux dans la gestion de son deal. Oui. En général, on va sur les plus gros. Ouais. Un manager, il ne peut pas être sur tous les deals. Ouais, bien sûr. Centrer sur ceux qui sont les plus pertinents. Et souvent, du coup, tu en parlais, mais bon, il y a la pression pour les sales du résultat, qui sont tout le temps obligés de faire des calls, de gérer leurs reports en cours, etc. Quand la question de la sous-performance, elle arrive, parce que le sales ou l'équipe commerciale au global n'a pas atteint les objectifs, comment toi, tu gères ce fait-là de la sous-performance? Quelle stratégie, quelle com t'adoptes vis-à-vis de ton équipe ou du commercial ou de la commerciale concernée? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse, que celle de la surperformance, un peu moins originale et plus évidente que celle de la sous-perf. Non, c'est un très bon point. C'est un très bon point, surtout qu'on y est tous confrontés. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'en parlais justement à l'instant, la vie d'un commercial est faite de cycles. Il y a des mois avec, je vais être en surperformance, il y a des mois sans. Bon, alors ça, forcément, tout le monde ne pourrait pas l'entendre. Par exemple, un financier ou un actionnaire, et vous inquiétez pas, on met tout en œuvre et tout en place pour qu'effectivement, les résultats se stabilisent et qu'au contraire, nos équipes commerciales atteignent leurs 100% tous les mois. Mais effectivement, c'est fait de cycles. Donc, comment tu abordes la sous-performance? Déjà, et là, encore une fois, je prendrai comme exemple les phases de découverte qu'on utilise avec nos prospects lors de deal. Il faut faire une phase de découverte avec son sales. Donc, je vais te poser des questions, en fait, Dylan. Je vais comprendre et essayer de comprendre déjà, est-ce que tu as conscience que tu es en sous-performance? Déjà. Ça ne sert à rien que j'arrive avec des plans d'action et que je réfléchisse à ta place si tu n'as déjà pas conscience que tu es en sous-perf. Donc, OK, Dylan, est-ce que tu peux me faire le bilan, par exemple, de tes résultats du mois passé ou de ces 2 derniers mois? Très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as aimé faire? Qu'est-ce que tu n'as pas réalisé, par contre, ou pas su réaliser? Et comment tu l'expliques?
Et quelles sont les métriques ou quels sont les indicateurs qui justifient qu'aujourd'hui, tu n'as pas atteint tes objectifs sur le mois passé ou depuis 2 mois? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? J'ai pas compris ça. Est-ce que tu peux creuser? Est-ce que tu peux étayer tes propos? Ok, très bien. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu entreprendrais pour remonter la pente? Quelles sont les choses concrètes que tu es prêt à mettre en place? Et là, du coup, tu identifies, parce qu'en général, est-ce que c'est une perte de motivation du collaborateur? Est-ce que c'est tout simplement une mauvaise gestion de son parc, de son pipe, de ses deals? Est-ce que c'est des coups durs? Parce qu'effectivement, il vient de perdre 5 gros deals qui jouaient énormément dans sa balance. Et donc, du coup, comment est-ce que je l'accompagne? Il faut que je sois compréhensif, bienveillant, qu'on apprenne de nos erreurs, entre guillemets. Et parfois, en plus, ce qui est horrible, c'est que parfois, j'ai rencontré des commerciaux en sous-performance, mais pourtant, l'effort qui a été mis dans ce chemin ou dans ce mois a été très intense. Et donc, ça, en tant que manager, il faut toujours se souvenir que ce n'est pas que le résultat qui compte, c'est le chemin parcouru. Donc, est-ce que mon commercial en face, il a fourni des efforts significatifs sur ce mois? Oui. Est-ce qu'il est engagé? Oui. Est-ce qu'il est motivé? Oui. Est-ce que j'ai mis du coup à disposition tous les moyens nécessaires pour qu'il parvienne à ses résultats? Peut-être pas. Et donc c'est peut-être à moi de me remettre en question. Qu'est-ce que j'aurais pu lui apporter pour qu'il soit meilleur? Qu'est-ce que j'ai manqué à un moment donné en termes de formation, d'outils, je ne sais quoi, pour l'accompagner au mieux? Et ça, c'est hyper important, toujours de valoriser les petits succès du chemin parcouru, même si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Okay? Et là, je parle juste en cas de cycle. Donc, c'est comme ça que je l'aborderai en one-to-one. Je commence par une phase de questionnement. J'essaie de comprendre si tu as conscience de ta sous-perf. Et ensuite, on entreprend ensemble des plans d'action. Court, moyen, long terme, pour que ça soit plus. Mais surtout, j'essaye de comprendre, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est récurrent? Ouais, exactement. Et là, on va passer dans une autre phase de la gestion de la sous-perf. C'est que si Dylan, ça fait 3 mois que tu es en sous-perf, bah là, il y a le warning. Donc là, ça y est, il y a toutes les sonnettes d'alarme qui sont en train de s'agiter. Et là, ça veut dire, et en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Ringover, même si là, effectivement, sur la rentrée, comme on est on va dire en refonte de notre stratégie commerciale, on a un peu reporté ce qu'on appelle les plans d'accompagnement personnalisés. Mais là, ça veut dire qu'en tant que manager, je dois identifier dans mon équipe quels sont les profils qui sont en sous-performance depuis longtemps. Depuis longtemps, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de vos indicateurs à vous. Okay? Nous, en l'occurrence, c'est 2 mois, ça commence à être limite, et 3 mois, vraiment, ils rentrent en plan d'accompagnement personnalisé. Et là, ça veut dire que je vais t'annoncer, Dylan, toujours lors de ce one-to-one, que tu es en sous-performance depuis quelques mois. Malgré nos échanges, on n'a pas su mettre en place des plans d'action qui ont fonctionné. Donc maintenant, je suis avec toi pendant 3 mois. C'est un plan d'action qui dure pendant 3 mois après. Et là, par contre, tu n'as pas le choix. Alors, je ne dis pas qu'à l'issue des 3 mois, si tu n'atteins pas tes résultats, tu es dehors. Mais en l'occurrence, effectivement, c'est un contrat, un pacte qu'on va se fixer, toi et moi, où pendant ces 3 mois-là, je vais faire de la double écoute, je vais faire du coaching, je vais te challenger sur tes deals en cours, je vais te donner un maximum d'informations, un maximum de soutien et de moyens pour que tu y arrives. Tu vas être mon focus, en fait, tu vas être un peu ma target. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un manager, c'est assez usant pour lui, parce qu'il ne peut pas le faire avec tout le monde, et en même temps, heureusement. Donc, il doit en choisir que quelques-uns, en espérant qu'il n'y en ait pas énormément, parce que ça veut dire que du coup, toute son équipe n'atteint pas ses objectifs depuis plus de 3 mois. Et en général, du coup, ce n'est pas tout le monde, et tant mieux. Mais du coup, il doit se concentrer sur 1 à 2 personnes seulement. Et là, par contre, c'est sa priorité au manager. C'est-à-dire que dans le bureau, tu vas à côté de lui de manière informelle. Tu vas lui demander des petits rapports écrits, des emails par semaine aussi, avec OK, tu as réalisé quoi cette semaine, tu es dans quel état d'esprit. Parce que là, par contre, on a atteint une limite où il faut qu'on trouve vite des solutions. Ok. Ça a l'air d'avoir été très travaillé, ce programme d'onboarding est très structuré. C'est quelque chose que toi, tu as fait toute seule, avec l'aide de tes managers, avec d'autres parties prenantes de la boîte. Vous êtes inspiré d'autres entreprises. Comment ça s'est monté, entre guillemets, parce que ça a l'air super bien rodé. Comment vous avez monté ça et eu l'idée peut-être aussi de le faire? Alors écoute, effectivement, Ringover est hyper, en général, à l'écoute de tout ce qui se passe sur le marché et même d'ailleurs des savoir-faire. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez Ringover, c'est qu'on a tendance à vouloir consulter souvent des prestataires externes, des coachs, des mentors, etc. Ou tout simplement des sociétés qui sont dans le développement et la croissance de start-up scale-up, par exemple. Et donc là, on a fait appel effectivement à un prestataire externe qui nous a coachés sur cette partie, la gestion des one-to-one, alors, effectivement, plan d'accompagnement personnalisé, mais également la gestion des périodes d'essai. Donc, ils nous ont beaucoup aidés, c'est vrai. Et après, ça a été, encore une fois, co-construit
Parce que c'est jamais un prestataire externe qui donne tout de suite ce que tu dois faire, parce que tu as l'ADN de ta société, il y a un historique, il y a des forces vives qui sont déjà en place, il y a des choses bien qui sont réalisées. Donc, on a co-construit avec le DIRCO, justement, des autres country managers, mon homologue sur l'Espagne, Johanna, et on a co-construit ça ensemble pour arriver du coup au plan qui nous semblait être idéal, à comment je gère un one-to-one, ça c'était une chose, mais comment je gère de la sous-performance et comment j'identifie que c'est une sous-performance récurrente. Ok, ouais, vous avez itéré sur le sujet et peut-être que c'est voué à évoluer continuellement en fait. Oui, exactement. Et ça fait partie, en tout cas, dans une société en hypercroissance, on doit avoir un cadre, mais aussi, il faut faire preuve de beaucoup d'agilité et de flexibilité parce que les choses peuvent évoluer à tout instant. Super. Merci Pauline, encore une fois. On va sortir des one-to-one, du management individuel pour aller sur le sujet du management d'équipe. Et comme pour les managements individuels, c'est quoi les rendez-vous d'équipe que vous avez chez Ringover et comment ils sont structurés ces points d'équipe? Écoute, alors, en dehors bien sûr de toutes les formations, si tu es OK avec cette partie, tout ce qui est training, tout ce qui est formation, ou alors même, on va dire, réunion d'entreprise, même si tu veux, j'en parlerai rapidement. On a 2 rituels hebdomadaires pour des réunions d'équipe. La première étant la réunion du lundi matin. Réunion commerciale sur lesquelles on échange sur les résultats de la semaine passée ou alors du mois passé si on est en début de mois. C'est ce qui s'est passé ce lundi, par exemple. On a fait le bilan du mois de septembre. On évoque des success stories. Donc là, effectivement, on va prendre des deals qui ont été signés avec le nom du commercial et le commercial parle de sa success stories en disant ça, j'ai adoré sur ce deal, ça s'est hyper bien passé, mon décideur, c'était lui, il a pris tel engagement, la valeur du deal est de X, voici les objections que j'ai rencontrées, voici les difficultés, on était face à tel concurrent. Okay, ce qui permet du coup à toute l'assemblée de pouvoir aussi écouter les secteurs d'activité d'ailleurs qui sont signés régulièrement pour identifier ensuite du coup ce qu'on appelle les secteurs d'activité core market. Ouais. Et puis tu as aussi au commercial, en tout cas, c'est un peu son moment de gloire où il a tellement bien bossé, il a signé une belle référence et donc du coup on est content d'en parler. Okay, sure. Il va également y avoir les priorités des managers où là chaque manager va intervenir lors de cette réunion d'équipe pour évoquer justement, moi, ma priorité cette semaine, j'ai tel rendez-vous, j'ai tel podcast, j'ai tel salon, je vais devoir faire ça avec mes équipes. Là, on est en début de mois, donc on sait qu'il va falloir faire nos commits. Je ne sais pas si ça te parle, les commitments. Bien sûr. Très bien. Les opportunités, du coup, sur lesquelles ton équipe, elle s'engage. Donc là, c'était clairement la priorité. Et ce matin, à 9h15, j'étais en réunion commit pour le mois d'octobre. Donc, du coup, c'est de ça dont on parle. Et ensuite, il y a une autre réunion. Et là, celle-là, elle est beaucoup moins formelle, si je peux me permettre. C'est la réunion d'équipe hebdomadaire du vendredi. Et donc là, chaque manager a une réunion avec ses commerciaux. L'objectif étant, encore une fois, de prendre la température, de savoir comment s'est passée la semaine et de prendre un maximum d'informations terrain pour être le fameux porte-parole. C'est-à-dire qu'en fait, je te parlais tout à l'heure des 2 enjeux, être porte-parole et s'assurer effectivement que chaque individu on va dire, s'épanouissent dans son job et atteignent la performance. Tu as les one-to-one individuels pour ça. Et le côté porte-parole, c'est lors des réunions collectives, en fait, que tu l'as, ce rôle. Même si, parfois, on peut aussi aborder des sujets un peu moins sympas, parce qu'on sait qu'on est en sous-perf ou qu'on est en retard. Et là, effectivement, il va falloir évoquer ces sujets. Mais pour moi, le moment des réunions d'équipe, c'est vraiment un moment sympa. Tu vois, pendant le Covid, par exemple, on l'avait presque tous les jours, on avait une réunion d'équipe pour justement maintenir le cap. Et après, les commerciaux disaient « Ah, c'était quand même sympa ces réunions journalières, pardon. J'aimais trop, ça donnait la patate. » Donc, ça sert à ça, une réunion d'équipe. Ce n'est pas, encore une fois, pour faire du descendant. Le descendant, c'est plutôt pendant la réunion commerciale du lundi matin, mais le vendredi, c'est plutôt au terrain de parler, quoi. Donc, moi, je fais souvent un tour de table. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais lors de mes réunions managers hebdomadaires aussi. Je dis, vas-y, Cédric, Diala, Gabriel, ok, dites-moi, Sophia, qu'est-ce que vous en pensez? Comment s'est passée votre semaine? Est-ce qu'il y a des sujets RH? Quand je dis RH, ça veut dire est-ce qu'il y a des personnes dans vos équipes qui vont bien, qui vont moins bien, qui sont à risque ou pas? Et ensuite, quels sont vos sujets? Quelles sont vos problématiques? Et donc, ça peut être des détails parfois qui me remontent, mais qui sont tellement pesants dans leur quotidien qu'ils ont besoin que je trouve une solution ou que j'aille résoudre le problème. Ok, donc un point formel et un autre un peu plus informel par semaine. Et lors du point où vous évoquez, on va dire, les chiffres, les success stories, etc.,
les KPI qui sont suivis, ou les OKR, c'est les mêmes qu'en individuel, globalement pour l'équipe? Okay. Alors, oui et non, parce qu'effectivement, c'est un peu plus général lors des points d'équipe. C'est-à-dire que là, on ne va pas rentrer, tu vois, il ne va pas y avoir un slide sur le nombre de calls réalisés par personne. Autant te dire que là, en plus, comme c'est une réunion, on va dire, donc Espagne plus France, il y a plus de 60 commerciaux. On ne va pas faire les 60 lignes de tous les commerciaux avec le nombre de calls qu'ils ont fait en ce temps, le temps moyen de communication, etc. On va dire que les KPIs, par contre, qui sont évoqués, c'est la finalité, donc le résultat, c'est-à-dire le MRR rapporté et généré. Et c'est le pourcentage d'atteinte par équipe de cet objectif. Ok, donc ça, du coup, c'est coupé, genre France-Espagne, par exemple, ou genre par tiers, comme tu en parlais au début, c'est coupé comment Ok. Et ensuite par équipe, tu as raison. Donc par équipe outbound, équipe inbound, et ensuite par tiers. Et tu as la personne avec son pourcentage d'atteinte. D'ailleurs, on valorise en général aussi les personnes qui sont plutôt bien parties dans leur mois, c'est-à-dire ceux qui ont le mieux performé la semaine passée à travers leur contrat signé, qui sont déjà en avance, par exemple sur leurs objets. C'est uniquement cela qu'on évoque comme KPIs lors de la réunion commerciale du lundi. Ok. Je vais poursuivre en te posant la même question que pour les commerciaux en individuel. C'est comment, à l'échelle de l'équipe, la sous-performance elle est abordée? Parce que là, du coup, je suppose qu'il n'y a pas un programme d'onboarding de 3 mois défini pour tout le monde et même le temps d'aller voir personnellement chaque commercial et de faire une étude sur lui-même. C'est un trop gros boulot. Du coup, comment c'est fait ça? Alors, la question est hyper intéressante parce que du coup, comment est-ce que j'aborde la sous-performance en équipe? Déjà, il faut que ce soit une sous-performance collective. Exemple, si mon équipe est en performance, mais j'ai 2 personnes dans mon équipe qui n'atteignent pas leurs objets, donc qui sont en sous-performance, je ne vais pas en parler en réunion d'équipe. Oui, bien sûr. Parce qu'encore une fois, collectivement parlant, on est en objet. Par contre, heureusement, j'en ai certains qui ont pallié au manquement d'autres. Okay. Par contre, si demain, tu as raison, on vit un moment difficile, parce que j'ai un mois, clairement, où tout le monde est dedans, à quelques exceptions près. Parce que j'ai toujours des exceptions, heureusement. Donc, j'en ai toujours qui sont à obj, j'en ai surtout 2-3 en tête. Eux, ils sont toujours à 100. J'en ai parfois qui dépassent les 100, 120, 130, 140. J'en ai qui peuvent aller jusqu'à 180 parce qu'on est déplafonné chez nous. Donc, ça donne envie aux commerciaux de dépasser leurs objs. Donc, on va dire que, par contre, parfois, il y a des temps qui sont un peu moins forts que d'habitude, des temps difficiles. Et là, comment est-ce que j'aborde ce moment complexe? Là, je suis extrêmement franche, en général plutôt dans la bienveillance quand même, et je suis capable de dire, bon écoutez, il se passe quoi là? Comme vous avez pu le constater sur les résultats, on doit faire ça. On avait prévu ça, parce que vous vous êtes engagés en début de mois, on s'est engagé, je me suis engagée pour vous, vous vous êtes engagés pour moi, bref, on s'est tous engagés vis-à-vis de la direction pour prévoir tant. Or, on n'est qu'à 20% de réalisation de l'objectif. Donc de ce que nous, on avait engagé, qui déjà était grosso modo un peu inférieur à ce qui est attendu. Il se passe quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qui vous manque là pour parce que moi, il n'y a aucun problème. Je me tiens à votre disposition, à la fois en one-to-one ou en collectif. Donc là, je vais dire plutôt que je vais sonner l'alarme, tu vois. Ouais. Et je vais avoir ce côté, OK, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ça ne va pas. J'essaie de réveiller tout le monde, les secouer un peu. Je me mets dedans, parce qu'encore une fois, mon objectif est lié au leur et leur performance est clairement liée à la mienne. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas en performance, c'est que moi, j'ai loupé quelque chose potentiellement. Donc, je me mets à chaque fois dans le même bateau qu'eux, mais je leur dis, mais les gars, on ne peut pas se laisser faire comme ça. On est le plus gros marché. On représente aujourd'hui 78% du chiffre d'affaires. On est une super équipe. Vous êtes des forces vives. OK, pourquoi on n'y arrive pas ce mois-ci là? Ça ne va pas du tout. Et après, on peut soulever des problématiques. Et ensuite, on entrevoit du coup et on met en place un plan d'action très court terme et après moyen terme pour pouvoir rattraper le retard, par exemple. Mais tu vois, je ne fais pas par contre de points individuels dans le collectif. Quoi. Je ne vais jamais dire c'est à cause de toi ou pas du tout. Et là, c'est très généraliste pour alerter et motiver les équipes. Ça, à la même échelle qu'en individuel, là, au collectif, on va trouver un plan d'action à mettre en place très rapidement pour relever la barre, quoi. Oui, okay. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une vraie entraide entre les commerciaux. Donc, ceux qui sont parfois en surperformance, ils se disent, OK, vas-y, comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui sont en sous-perf, ils montent aussi okay. On donne telle best practice. Dans ce cas-là, il faut peut-être qu'on vende plus cher. Sur les 3 semaines qui nous restent, on va augmenter le panier moyen. OK, ça peut être un quick win.
Il va y avoir un autre quick win, c'est qu'on va se dire, OK, bon, on va faire de l'upsell. Donc, on reprend tous nos contrats significatifs et on va essayer de leur vendre plus de licences ou de les faire passer sur un autre format, tu vois. Il faut trouver rapidement des solutions pour rattraper le retard. Et ça peut juste être parfois des négociations beaucoup plus dures où on lâche rien et où au final, on n'octroie pas une réduction tarifaire de X. Non, là, il faut qu'on soit ferme, on vende la valeur. Donc, ça peut être ça les best practices sur lesquelles on échange. Très clair. On a fini d'aborder la partie collective après avoir abordé la partie individuelle. Maintenant, je sais que c'est un sujet que sur lequel tu voulais qu'on échange aussi, c'est le management des nouveaux commerciaux, parce qu'on a principalement parlé des commerciaux une fois qu'ils étaient onboardés. Mais du coup, comment chez vous, les nouveaux collaborateurs, ils sont managés, on va dire, lors du ramp-up? Qu'est-ce qui les attend? Si demain un commercial arrive chez Ringover, qu'est-ce qui l'attend? Alors déjà, il a des attendus à 30, 60, 90 jours et plus, puisque la période d'essai chez nous est de 3 mois renouvelables, pour information. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les boîtes. Parfois, c'est 4, parfois, c'est 1, parce que ça dépend du contrat, etc. Nous, c'est 3 mois renouvelables. Donc, on part du postulat que pendant ces 3 premiers mois, le collaborateur, il doit savoir exactement quelles sont les attentes. Il ne doit pas être surpris. C'est pour ça que je dis toujours normalement que le rôle d'un manager, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de surprise. Il ne doit pas débarquer au bout de 3 mois en mode « Ah ben finalement, je n'ai pas atteint mes objets ». Non. Et en plus, du coup, c'est des points à 30, des points à 60 et des points à 90 jours. Il y a des attendus pour le premier mois, il y a des attendus pour le second mois, il y a des attendus pour le troisième mois. Le manager doit faire des one-to-one pareil que si c'était un sales en CDI. Et en plus, il est aussi objectivé sur la partie activité. C'est-à-dire que vraiment, c'est ça que moi, je vais traquer. C'est combien de calls il passe, combien de rendez-vous il arrive à prendre, combien de rendez-vous il arrive à réaliser, est-ce qu'il s'est approprié le produit, est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il est motivé, etc. Et le fit aussi avec la société et avec les équipes. Bien sûr. Par contre, le résultat, ça, je ne lui demande pas pendant les 3 premiers mois. Je n'attends pas, lui, qu'il aille me signer des deals significatifs. Ce n'est pas ce sur quoi je l'attends. S'il le fait, tant mieux. Mais je veux surtout qu'il soit prêt et armé, c'est-à-dire prêt à vendre et prêt à être opérationnel après ces 3 mois. Donc, je préfère qu'il s'entraîne sur le pitch, je préfère qu'il s'entraîne sur les fonctionnalités du produit, je préfère qu'il s'entraîne sur l'écosystème dans lequel on évolue, sur nos verticales métiers, sur les personnes à qui on s'adresse aujourd'hui, c'est-à-dire un DSI, un DIRCO et un responsable de service client. Et surtout qu'ils prennent, on va dire, toute l'ampleur de ce qui est Ringover, ce qui est notre produit Cadence et ce qui est notre produit Empower. Donc, chaque chose en son temps. Par contre, il faut exactement qu'ils sachent quels sont les attendus et les managers sont super là-dessus parce que dès le premier jour, pouf, tu as le fichier 30, 60, 90 qui est donné. Et je vais même plus loin. C'est quelque chose qu'on a réussi à grossir avec les autres départements. C'est-à-dire la partie formation, la partie Ops qui se mêlent avec nous, qui se greffent avec nous, ou plutôt nous, on se greffe avec eux. Bref, on fait une seule et même équipe. Et du coup, j'ai aussi les feedbacks à 30, 60, 90 de la responsable des Ops. Il va me dire, voilà, il est plutôt opérationnel sur les outils. Par contre, il y a telle et telle amélioration à envisager. Voici ses forces. Moi, je l'ai accompagné 1 fois, 2 fois. Donc, il a des formations 30, 60, 90 aussi sur le produit, sur les techniques de vente avec Jeff, qui est notre Sales Enablement Manager. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que vraiment, la personne qui vient en période d'essai chez nous, elle est entourée par tous les corps de service, j'allais dire, par tous les départements. Et on statue ensemble à 30, 60, 90. Qu'est-ce qu'on en pense et est-ce qu'on continue, est-ce qu'on prolonge ou est-ce qu'on arrête? Ok. Impressionnant encore une fois. Encore bravo à toi et à toute l'équipe parce que c'est quelque chose qui est très structuré, très bien rodé. Je dirais parce que ça a été beaucoup de boulot. Je peux t'assurer qu'à la fin, on était là avec les fichiers à créer et tout, la to-do list par personne. Donc, ouais, je suppose. Je leur transmettrai. Et ça a dû être du test and learn à fond aussi, je suppose, au début. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, le nouveau collaborateur qui arrive a sa feuille de route, entre guillemets, à suivre et il sait ce qu'il attend, ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de surprise si au bout de 30, 60, 90, c'est pas atteint, entre guillemets. Exactement. Ok, parfait. On va passer à la dernière partie avant de conclure. C'est sur les ressources et les outils indispensables, on va dire. Est-ce que toi, tu as des ressources ou des outils à nous partager qui t'ont aidé et qui t'aident encore aujourd'hui à manager ton équipe commerciale et chacun de tes collaborateurs? Alors, qu'est-ce que tu entends par ressources?
Dans ta gestion du management au quotidien, que ce soit collectif, du coup, je suppose qu'il va y avoir le CRM qui est indispensable pour pouvoir voir le suivi des objectifs et du coup qui t'aide dans ton management par la suite. Je suppose qu'il doit y avoir aussi Ringover, dont tu nous as parlé depuis le début, qui est un outil sur lequel tu te bases pour faire tes one-to-one, tes points collectifs. Ouais, Après, est-ce qu'il y a hors outils des ressources, toi, personnellement, qui t'ont aidé dans le management? Ça peut être des livres, des mentors, des choses comme ça. Mais globalement, qu'est-ce qui qui Écoute, t'aide dans le management, hein? pour les outils, tu as à peu près tout dit. Il y a mon CRM et puis il y a Ringover, il y a Empower, on en parlait tout à l'heure pour tout ce qui Yes. est transcript et analyse conversationnelle, qui aujourd'hui en tout cas a beaucoup de puissance dans la performance commerciale et pour aider le manager à mieux coacher ses équipes. Et en ce qui concerne les ressources, alors je dirais que là j'ai eu un petit coup de cœur forcément dernièrement pour un collectif, même si encore une fois, voilà, je ne suis pas normalement pour les collectifs, etc. Mais là, ça s'appelle Women Sales Club. Ok. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'intégrer ce groupe et je rencontre des femmes dans la vente tellement inspirantes que ça me bluffe. Donc, quand tu parles de mentoring, et d'ailleurs, j'étais à une réunion justement lundi avec 60 femmes dans la vente, plutôt des C-level. Et elle disait que le plus important, c'est le réseautage. 70% normalement de notre performance est liée à notre réseautage, c'est-à-dire notre performance de carrière ou autre. Et j'ai halluciné parce que c'est vrai que on oublie parfois de réseauter et d'échanger. Et le mentoring ou le coaching d'ailleurs, même si c'est pas pareil, je trouve est lié à ça. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien d'échanger avec ces femmes. Pourquoi? Parce que je te sortirai, par exemple, 2 exemples cruciaux. Là, j'ai rencontré une responsable sales development de chez Pernod Ricard qui expliquait à quel point la diversité dans une équipe est importante et comment s'assurer que tout le monde trouve sa place. Et puis après, tu échanges avec une VP Sales de chez Salesforce qui te dit qu'à un moment donné, un manager, c'est pas juste un leader, ça doit être aussi, on va dire, l'incarnation de ta société. Et en fait, c'est quelqu'un qui doit être bon en storytelling, qui doit savoir vendre des émotions, des choses. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. Moi, je dois vendre sans cesse des projets à mes sales qui sont pas toujours les bons. Et c'est peut-être ça être manager au final. C'est savoir à un moment donné transmettre une émotion ou du storytelling. Donc, on va dire que Women Sales Club, ça m'a pas mal aidé. Et puis, il y a un autre bouquin que j'aime bien, c'est 90 jours pour réussir. Si en tout cas vous êtes en prise de poste, en changement de poste, justement ceux qui arrivent en période d'essai dans des sociétés, ou même d'ailleurs ceux pas forcément qui changent, 90 jours pour réussir, c'est comment bien réussir tes 3 premiers mois, justement, comme le nom l'indique, dans une société. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Et donc, si je devais résumer le livre, c'est qu'il y a forcément une phase d'observation. Okay. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, une nouvelle société, une nouvelle mission, tu dois être observateur. Tu ne dois pas donner déjà tes réalisations ou tes compétences. Non, tu dois juste écouter. Donc, le silence est de mise et de rigueur. Et tu dois écouter et observer ce qui se passe autour, prendre un maximum d'informations et de remonter. La deuxième chose, c'est de ne pas vouloir tout changer. Parce qu'il y a de très bonnes choses qui sont faites dans nos équipes respectives. Et souvent, tu sais, quand tu fais appel parfois à certains prestataires, ils veulent tout changer, tout les révolutionner. Tu es là, attendez, on a quand même réalisé pas mal de trucs, il y a des choses qui roulent. C'est important de savoir quelles sont les priorités facilement implémentables pour pouvoir faire la différence les premiers mois. Et du coup, c'est le troisième objet. Une fois que j'ai observé, une fois que je sais que je ne vais pas tout changer, c'est qu'est-ce que je suis prêt à changer et qu'est-ce que je vais changer rapidement pour que ça soit game changer, sans révolutionner pour autant. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce livre. En tout cas, il m'a pas mal inspiré. Donc, voilà pour les ressources que je conseille. Mais en tout cas, allez sur un maximum de réseaux, trouvez un mentor qui soit dans votre société, dans une autre boîte d'ailleurs. J'échange aussi avec pas mal d'homologues qui sont head of sales dans d'autres sociétés. C'est tellement inspirant, je trouve que ça nous aide beaucoup. Exactement, et tu vois, c'est marrant parce que du coup, je crois que quasiment à chacun des épisodes de Close sur cette question, le networking, de quelque façon qui soit, était évoqué comme primordial, que ce soit un café par semaine avec quelqu'un qui fait le même poste dans une autre boîte, que ce soit une organisation, voilà, comme tu disais, Women in Sales,
qui fait des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, etc. Mais c'est super important pour se rendre compte de ce qui se fait ailleurs, d'être inspiré, de soit pouvoir inspirer les autres aussi sur certaines pratiques. D'ailleurs, il n'y a aucun doute que ce que tu nous as évoqué aujourd'hui va inspirer certains managers ou head-off dans leur pratique de management. Donc, ouais, point très important. Et je vais même plus loin, on n'est pas obligé forcément de payer pour avoir du mentoring et on n'est pas non plus obligé d'aller le chercher ailleurs. Parfois, le mentor est sous tes pieds ou sous tes yeux. Et donc, ça peut être aussi quelqu'un dans ta société qui est C-level. Exemple, ton CRO, ton DAF, j'en sais rien, avec qui tu sens qu'il y a une complémentarité possible entre vos compétences et tu peux aller le voir en lui disant, voilà, écoute, Sébastien, donc c'est notre DAF, hein, écoute Sébastien, j'aimerais bien que tu sois mon mentor, est-ce que tu accepterais sur une période de 6 mois et on se fait un déjeuner tous les 15 jours et j'ai besoin d'avoir ta vision, tes perspectives et je trouve que c'est génial aussi de provoquer cela, quoi. Aller chercher des mentors dans votre organisation qui vous permettront aussi de monter en compétences et d'avoir une vue plus large. Incroyable, ça aurait pu être le mot de la fin, mais je vais me permettre de te poser une toute dernière question qu'on pose habituellement dans Close. C'est est-ce que tu aurais un père à nous recommander pour une prochaine interview? Moi, ça m'inspire beaucoup d'avoir des noms pour des prochains épisodes. Donc, si tu en as un à me donner, je suis preneur. Alors oui, j'en ai un. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs elle regardera cet épisode. J'espère que oui, je pense que oui. Mais petit coup de cœur professionnel. En plus, on a fait la même école de commerce. Bon, et ça, je ne le savais pas parce qu'on n'est pas de la même promo. On a fait Schema toutes les deux dans le sud de la France. Elle s'appelle Dorothée Lecomte et elle est Head of Sales chez Conto. OK. Et elle a un parcours vraiment de carrière assez fou. Hyper orienté résultat, management d'une équipe de 45 personnes aujourd'hui, mais Conto, waouh, extrêmement très belle boîte. Elle a fait Spendesk juste avant, où d'ailleurs c'était très intense au niveau du job au quotidien. Donc c'est quelqu'un de posé, à l'écoute, très inspirante. Donc je pense qu'elle pourrait apporter beaucoup aux auditeurs. Ok, super. Moi, je ne manquerai pas de la contacter et de faire un petit rendez-vous avec elle pour trouver une idée de sujet. Mais bon, j'ai l'impression que ça ne va pas être très compliqué et qu'elle a plein de ressources à nous partager. Un grand merci, Pauline, pour aujourd'hui, d'avoir partagé tous ces conseils, toutes ces bonnes pratiques pour mieux manager son équipe commerciale, d'autant plus quand elle a évolué aussi fortement que la tienne. Si tu me le permets, si les auditeurs ont d'autres questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn s'ils veulent approfondir? Ok. Il n'y a aucun problème. Éventuellement, par contre, n'utilisez pas plein d'outils pour m'appeler sur mon perso. Je suis aussi contactée sur mon perso. Non, mais LinkedIn avec grand plaisir. Et j'espère en tout cas, parce que c'est toujours… j'adore faire cet exercice, tu sais, d'échanger sur mon quotidien, sur ce que j'aime faire en plus. Mais je suis toujours un peu stressée parce que je me dis, est-ce que je vais apporter encore une fois des solutions, parfois des réponses à certaines questions. Donc, j'espère vraiment que ce podcast apportera à nos auditeurs aujourd'hui et je me tiens à leur entière disposition s'ils veulent en savoir plus. Bon, top. C'est chose faite. Ils pourront te contacter. Moi, je n'hésiterai pas non plus à te partager les retours. Je sais qu'à chaque épisode, on en a par mail ou sur LinkedIn sur les épisodes et certains qui ont été game changers pour des organisations commerciales. Donc, je ne manquerai pas de te faire les retours pour ça. Et voilà, avant de te laisser le mot de la fin, merci à tout le monde. Et moi, je vous dis personnellement à très bientôt pour un nouvel épisode de Close. Écoute, également, rien à ajouter, si ce n'est que c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas une chose, il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a aussi tout le chemin parcouru. Mot de la fin, impeccable. Ciao Pauline, à bientôt. Bonne journée à tous, à très vite.